Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h16 à Lomé. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 16 mai 2018. Le dialogue politique entamé le 19 février dernier traîne derrière lui comme un goût d'inachevé pour les Togolais. Du coup, des propositions pour une sortie de crise fusent de toutes parts, mais elles sont toutes très loin de faire l'unanimité, notamment celle de l'ambassadeur d'Allemagne au Togo qui pense que les élections pourront y contribuer, rejoignant un peu la position du parti au pouvoir. Alors, l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Le Togo s'achemine-t-il vers des élections sans accord politique préalable? Et pour en parler, avec moi dans ce studio, Maître Isabelle Ameganvi, présidente du groupe parlementaire ANC, parti membre de la coalition des 14. Bonjour Maître Ameganvi. Bonjour Monsieur Afano. Ce débat se fera également avec vous les Togolais qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Antoine Tété Omeni à la mise en onde, je m'appelle Antoine Afanou. Le Togo s'achemine-t-il vers des élections sans accord politique préalable? C'est le thème du jour. Avant d'y aller, Maître Isabelle Ameganvi, nous savons que la semaine dernière, vous avez introduit une question au gouvernement relative à l'affaire Bolloré. Vous êtes même allé un peu plus loin, demandant la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Alors, dites-nous, certains, en apprenant cette initiative, se sont dit bravo. Monsieur Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition, avait adressé une lettre au Premier ministre sollicitant la communication de contrats de concession liant l'État togolais à des sociétés dont la société, le groupe Bolloré Africa Logistique. Il s'agissait de l'exercice de la fonction du député, de la deuxième fonction du député qui est celle de contrôler l'action du gouvernement. Et c'est sur la base de cela que cette demande avait été formulée, demande à laquelle le Premier ministre n'a pas daigné répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les députés de l'opposition avaient bien conscience qu'il fallait regarder de plus près les concessions, les contrats qui liaient les autorités togolaises à ces entreprises-là. Et à l'époque, c'était à propos de l'affaire Ouassem où la société Ouassem avait été accusée, les responsables avaient été accusés d'évasion fiscale et autres. Et nous avions à cette époque-là aussi interpellé l'exécutif qui avait répondu. Il y a eu, je crois, pas moins de 3 questions d'actualité ou autres qui avaient été posées à l'époque. Et donc, nous n'avons pas attendu la justice française pour ce faire. Seulement, lorsque nous faisons la demande et on ne nous met pas en situation de pouvoir exercer cette fonction de contrôle de l'action gouvernementale, nous n'y pouvons rien. Alors, si en 2016, peut-être le contrat de concession demandé, sollicité par le chef de file de l'opposition avait été communiqué, peut-être que nous n'en serions pas là avec la justice française aujourd'hui. Alors, les questions d'actualité auxquelles le gouvernement ou les autorités ne répondent pas sont nombreuses. Est-ce que, à l'occasion de celle-ci, vous avez de l'espoir? Ah oui, de toute façon, ils avaient répondu à la question en ce qui concerne la société Ouassem et nous espérons, et c'est pour ça que nous avions, c'est moi en l'occurrence qui ai posé la question d'actualité, parce que selon le règlement intérieur, conformément au règlement intérieur, cette question devait être discutée, débattue, à la limite en une procédure d'urgence, le plus rapidement possible, parce qu'il s'agit d'une question d'actualité. Alors, le problème, c'est que, c'est vrai, les députés ont déposé plusieurs questions d'actualité, des questions orales avec débat et autres, auxquelles il n'y a pas eu de réponse. Sur le rôle de l'Assemblée nationale aujourd'hui, relativement à ces questions-là, il y a beaucoup de questions qui sont restées jusqu'à présent sans répondre. Je crois que à des émissions passées, j'ai eu à déplorer cette situation-là dans laquelle nous met le gouvernement, puisque les questions sont posées au gouvernement et c'est les ministres concernés qui doivent venir répondre et qui ne le font pas. En tout le moins, dans cette affaire-là, les députés auraient fait leur part, comme le chef de file de l'opposition avait fait sa part il y a 2 ans de cela en réclamant le contrat de concession. Nous aurons fait notre part
et nous prendrons le peuple à témoin, nous prenons le peuple à témoin sur le fait que nous avons déposé conformément au règlement intérieur, dans la limite des prérogatives que nous donne la Constitution de la République togolaise et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Maintenant, tout le monde sait que la balle est dans le camp du gouvernement. Et s'il ne réagit pas, vous n'avez plus de recours en tant que député? Non, concernant les questions, le contrôle de l'action gouvernementale, il n'y a pas de recours. Ça s'arrête là. Voilà, il n'y a pas de recours possible. En ce qui concerne la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, cette demande pourra subir le même sort, c'est-à-dire qu'il y a un silence radio. Tout à fait, mais vous savez, nous avons déposé, mais ça ne veut pas dire qu'une fois déposé, nous dormirons sur nos lauriers. Moi, je suis membre de la conférence des présidents, nous sommes d'ailleurs aujourd'hui en session parlementaire, nous ne sommes pas en vacances parlementaires, nous sommes en pleine session parlementaire, et nous allons, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez vu que lorsque nous avons déposé cette question-là, nous avons communiqué dessus. Le jour même où la question a été déposée, nous avons communiqué autour pour que le peuple togolais suive de bout en bout ce que nous sommes en train de faire à l'Assemblée nationale. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Vous êtes véritablement sorcière. Je dis non, je lis entre les événements et tout le reste. Et moi, je savais que cette démission-là faite dans les conditions comme ça va arriver à quelque chose. Et ce n'est pas fini, d'ailleurs. On vient de créer un front et tout ça. Maintenant, ce que je veux dire sur les déclarations de M. Didier Amela, c'est que les protagonistes de la crise togolaise, en tout cas pour ce qui concerne l'opposition, la C14 qui est en lutte face au régime au pouvoir aujourd'hui, la C14 n'a aucune leçon à recevoir de M. Didier Amela. Quelqu'un qui n'est pas responsable de ses actes, qui dit dans sa lettre de démission qu'il démissionne aujourd'hui, qu'il démissionne parce que il n'est pas en phase avec le parti et que le grand loup de responsable, notamment M. Fabre, veut s'attaquer à la petite brebis Didier Amela, etc. Et tout ça, qui aujourd'hui rebondit en disant que c'est parce que les gens ne se disent pas la vérité et que lui, il a compétence pour venir régler le problème de la... Moi, je dis que nous n'avons aucune leçon, mais vraiment aucune leçon à recevoir. Et nous attendons de voir. Lorsqu'il aura récupéré le poste qu'on lui a promis à l'université de Lomé et autres là, tous les Togolais... Vous avez des informations que nous n'avons pas. Oui, mais vous ne pouvez pas les avoir. Moi, je les ai. Je les ai et je sais ceux qui le coachent aujourd'hui pour qu'il agisse de cette manière-là. De toute façon, vous pensez que les intérêts de ce regroupement sont ailleurs? Il a déjà annoncé les couleurs parce que il parle d'élections au moment où nous parlons de dialogue pour régler les problèmes préalablement à l'organisation des élections. Et donc, nous savons que très bientôt, vous allez voir qu'on soutiendra la candidature de M. Faure-Gnassingbé pour l'élection présidentielle de 2020. Et donc, il n'y a aucun secret. Et donc, à partir de ce moment-là, les responsables de la C14, bon Dieu de bonsoir, n'ont aucune leçon de médiation et autres. Monsieur Didier Amela ne ferait pas mieux la médiation entre les protagonistes de la crise togolaise que le président du Ghana, Monsieur Nana Akufo-Addo, qui a l'expérience dans le domaine, et non plus Monsieur Alpha Condé de la Guinée, que la CEDEAO a confirmé la dernière fois dans leur rôle de médiateur de la crise togolaise. Alors, je dirais pour clôturer, circuler, il n'y a rien à voir. Mais est-ce que le contexte actuel ne favorise pas justement la montée de ces courants? On a l'impression qu'on est au point mort. Du coup, tout le monde veut dire un peu ce qu'il pense de la chose. Non, d'abord, tout le monde veut se faire voir. C'est ça. Est-ce que le contexte ne s'y prête pas? Tout le monde veut se faire voir. Vous savez, de toute façon, tout le monde est libre. De s'exprimer, tout le monde est libre de se coaliser, tout le monde est libre de prendre sa position. Nous sommes supposés être en démocratie, en multipartisme, en état de droit. Et donc c'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure que si cette affaire-là ne tire pas son origine d'une autre affaire qu'on a voulu
détournée ou dont l'exploitation, on a voulu faire croire aux Togolais que la solution se trouvait ailleurs. Je ne me mêlerai pas parce qu'à la limite, ça ne me regarde pas. Moi, je m'occupe de ce que je fais. L'ANC, la C14, et je vous avoue qu'il y a beaucoup de choses à faire là-bas, plutôt que de m'intéresser à des choses qui, à mon sens, ne me paraissent pas être au centre même des problèmes des Togolais. Mais, bon, vous me posez la question, je suis une femme politique, je me dois de répondre, et je vous réponds. Ben, ils sont libres de créer un front, ils sont libres de prendre position. Nous en tenons à ce que nous faisons, et voilà, et nous le ferons jusqu'au bout. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM, nous sommes dans le débat aujourd'hui avec Maître Isabelle Ameganvi, présidente du groupe parlementaire ANC, en train de nous interroger. Le Togo s'achemine-t-il vers des élections sans accord politique préalable? Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes environ participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, l'ambassadeur d'Allemagne au Togo s'est également exprimé un peu sur la position, sur la situation politique que traverse le pays. Cette position a été contestée par le Front citoyen Togo Debout parce que ce front estime que ce ne sont pas des élections qui peuvent résoudre la crise togolaise. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous disiez à l'instant que la solution était ailleurs. Où elle est la solution? Vous savez, d'abord, je suis surprise de la surprise et de l'étonnement des Togolais face à la position de l'ambassadeur. Alors, hier, je discutais avec quelqu'un qui était furieux par rapport à cette position de l'ambassadeur d'Allemagne, et je lui ai posé la question, mais où est-ce que vous avez jamais vu un diplomate, un ambassadeur régler un problème dans un pays, surtout un problème politique comme les nôtres? Où est-ce que vous avez jamais vu un ambassadeur, j'allais dire, se battre aux côtés d'un peuple en lutte? Moi, je n'ai jamais vu ça, nulle part. Vous savez, le peuple burkinabé, si le peuple burkinabé devait écouter ce que disaient les ambassadeurs à l'époque, il serait la constitution burkinabé aurait été changée par M. Blaise Compaoré. M. Blaise Compaoré serait encore en train de gouverner, j'entends, le Burkina Faso. Donc clairement, la solution est ailleurs. Il ne faut pas regarder du côté des ambassadeurs. Donc, moi, j'estime que les ambassadeurs, bon, ils sont dans leur rôle. Et la plupart du temps, ils sont dans leur rôle de soutien. C'est vrai que peut-être le cas de l'ambassade d'Allemagne pose problème aux Togolais, parce que dans le temps, nous avons vu des ambassadeurs d'Allemagne prendre position pour le peuple togolais. J'ai vu, lorsque en 1990, nous avons commencé cette lutte-là, un ambassadeur d'Allemagne aller au front comment? C'est pas pour aller lutter avec le peuple togolais, mais aller descendre sur le terrain, aller constater ce qui se passait à l'époque. C'était les répressions qui se faisaient, les violations des droits de l'homme et tout cela. Et en ce moment-là, il allait faire le constat lui-même. Donc, dans les manifestations, on le voyait. C'est encore plus étonnant parce que ça émane de l'ambassade d'Allemagne. Oui, c'est pour ça que peut-être les Togolais ont connu, les Togolais qui étaient dans la lutte en 1990 ont connu cet aspect-là aussi, de l'ambassade qui constatait lui-même les choses qui se passaient physiquement sur le terrain. Et c'est peut-être pour ça que aujourd'hui, bon, les gens, on ne comprend pas la position de l'ambassadeur de France qui, moi, j'avoue, de l'ambassadeur d'Allemagne, qui, moi, j'avoue, ne me surprend pas, pas du tout, ne me surprend. Parce que, vous savez, ça a toujours été le cas depuis, j'allais dire, 2005. Alors, je reviens à la question fondamentale. 2010, on nous avait poussé à des élections alors que les réformes n'avaient pas été réalisées. Tout ça. Si vous vous rappelez, en 2015, ça a été pareil. Vous voyez, en 2013 aussi, pour les législatives, en 2007 également, on a dit, ah non, allez-y, au sorti d'un dialogue, on n'a pas trouvé de problème, mais les élections sont là, il faut aller aux élections. Tout de suite après les élections, on va régler les problèmes et tout ça. Une fois les élections passées,
tout le monde se tait et puis la crise va en s'accentuant et autres. Mais ce qui étonne peut-être et rend furieux les Togolais par rapport à la sortie peut-être de l'ambassadeur d'Allemagne, c'est que tout le monde connaît, tout le monde sait d'où sort l'Allemagne. Vous savez, l'Allemagne a connu des pires moments dans son histoire. L'Allemagne a connu les deux guerres. L'Allemagne a connu le nazisme. L'Allemagne a connu la séparation des deux Allemagnes par le mur. Et autres. Vous voulez dire que c'est un pays qui doit mieux comprendre? Normalement, c'est un pays qui doit comprendre les Togolais en lutte parce que l'Allemagne est passée par là. Alors la question fondamentale, sa libération où est la solution? Pardon, mais aujourd'hui, les Togolais ne comprennent pas parce que l'ambassadeur d'Allemagne demande d'aller à des élections alors que des villes de notre territoire sont assiégées. Mango, Sokodé, Bafilo et autres. Mais comment pouvons-nous aller à des élections lorsque les villes sont ainsi prises en otage, des personnes sont séquestrées, des prisonniers politiques? Là, ça sortait, j'ai fait le point hier avec les associations des droits de l'homme. Excusez-moi, il paraît que pas moins de 60 détenus arrêtés lors des manifestations sont encore détenus dans nos prisons. Donc vous pensez que dans ces conditions, on ne peut pas organiser des élections? Non, parce que, savez-vous, à partir du moment où on ne peut pas organiser des élections dans ces conditions-là en Allemagne, l'ambassadeur devait comprendre que de cette même manière, dans ces conditions les mêmes, on ne peut pas organiser des élections non plus au Togo. Alors maintenant, voilà pourquoi je comprends la fureur des Togolais. Pour une sortie de crise, si on ne peut pas organiser des élections dans ces situations, que peut-on faire pour que la situation revienne à la normale? Mais ce qu'on peut faire, c'est ce qui a été confié à moins d'une insurrection que nous voulons éviter parce que cela poserait forcément problème et autres. C'est pour cela que, vous savez, nous sommes au 29e ou au 30e dialogue. Des Togolais nous critiquent en disant, mais pourquoi acceptez-vous encore d'aller à un dialogue que vous savez vous-même perdu d'avance? Nous avons dit, mais il faut remettre l'ouvrage sur le métier sans cesse parce que c'est notre pays et nous devons de régler les problèmes de notre pays de la manière la plus pacifique possible. Donc vous croyez toujours au dialogue? Et aujourd'hui, je crois que la communauté internationale via la CEDEAO sont conscients de la réalité des problèmes togolais. Et je ne dirais pas la même chose il y a quelques années où on ignore beaucoup de choses sur ce qui se passe au Togo. L'opposition criait à l'époque, on avait l'impression que personne ne nous écoutait. Aujourd'hui, tout le monde nous écoute puisque tous les regards sont tournés vers le Togo. Les Togolais ont réussi à démontrer qu'ils ont besoin que l'on les soutienne, que l'on leur vienne en aide. Et aujourd'hui, la communauté internationale est consciente de la réalité du problème qui se pose. Des milices qui opèrent aux côtés des forces de l'ordre qui arrêtent, qui commettent de graves violations des droits de l'homme. Et ça, c'est au vu aussi de tout le monde. Alors, comment peut-on organiser des élections dans ces conditions-là, alors que le chef de l'État lui-même appelle, c'est lui-même qui a appelé au dialogue pour le règlement pacifique de la crise. C'est lui-même qui, ayant appelé à ce dialogue-là, fait tout, et je dis, des manœuvres pour que le dialogue ne marche pas, et que lui, il puisse organiser en force les élections. Or, tout le monde sait que dans ce même pays, des résultats des élections sont donnés. Le proclamant vainqueur par la publication de 14 résultats de CELI sur 40 et quelques CELI et autres. Tout le monde sait que dans ce pays, il y a eu des élections qui ont été organisées le proclamant vainqueur, alors que des militaires se sont arrogés le droit d'aller chercher des urnes et de les casser et de courir après. Cette image-là est une souillure que le Togo traînera toute son histoire et autres. Et donc, il faut prendre le problème à bras le corps, le régler préalablement pour que, pour une fois dans notre pays, il y ait des élections libres, démocratiques et transparentes, comme cela se passe
en Allemagne. Nous allons prendre des auditeurs en ligne dans quelques instants, mais avant, on comprend que vous estimez clairement qu'on ne peut pas organiser des élections dans ce contexte. Mais la question est de savoir, vu la dynamique du parti au pouvoir, est-ce qu'on n'y va pas à ces élections sans un accord préalable? Oui, mais vous savez, je tiens compte de ce que le parti au pouvoir veut faire et moi, je m'organise en conséquence. Moi, j'ai l'habitude de dire que si les Togolais veulent que le parti au pouvoir organise son référendum en question, organise les législatives. Et dans le contexte actuel, si les Togolais veulent, le parti au pouvoir le ferait. Mais si les Togolais ne veulent pas, le parti au pouvoir tenterait, mais ne pourrait pas. Et donc c'est pour cela. Pour vous, c'est le voilà. peuple togolais. Et donc le rempart, c'est le peuple togolais, c'est le peuple togolais souverain qui doit décider de sa destinée et qui s'est laissé faire pendant 50 ans que dure ce régime, plus de 50 ans que dure ce régime, et qui aujourd'hui semble se lever comme un seul homme pour dire ça suffit. Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nous allons prendre un premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est M. Maglo? Oh, c'est M. Pélé. Pélé depuis Doula-Samé. Oh, oui. Alors, à votre avis, est-ce qu'on s'achemine vers des élections sans accord politique préalable? Ah non, mais moi, je pense que Andama est en train de croire que ça lui suffira. Et vous, les journalistes, vous connaissez déjà ma position. Oui, vous pensez que qu'on le veuille ou non, le parti au pouvoir organisera les élections? C'est-à-dire, depuis septembre, quand il a envoyé cette loi à l'Assemblée, moi, je l'ai dit que ce régime va aux élections. Il faut s'apprêter à aller aux élections. Mais seulement, il y aura élection à 2 tours, élection de mandat. Moi, je voulais poser une question là. C'est-à-dire, dans 100 chefs, dans la région de Plateau, en 2013, il a eu 22 sièges sur 25 sièges. Je ne sais pas comment l'opposition a fait le travail sur le terrain, que dans vos fiefs, on vous gagne ou bien on vous vole. Bon, concernant ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, et des centristes, des regroupements là, « 95.5 Nana FM ». Vous écoutez la plus belle des radios et nous vous présentons toutes nos excuses pour cette interruption indépendante de notre volonté. Nous avions en ligne Pélé depuis Doula-Samé qui a exprimé l'essentiel de ce qu'il voulait dire. Il a déclaré que le régime allait aux élections, quoi qu'il en soit, et que l'opposition devrait se préparer pour y aller. Il ne comprend pas comment vous vous faites battre dans ce qui est considéré comme vos fiefs. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Vous savez, nous avions depuis 2005 participé à toutes les élections législatives et présidentielles. Et pour l'élection présidentielle de 2015, vous avez vu que nous y avons participé d'ailleurs aux grandes dames de certains de l'opposition qui à l'époque avaient refusé d'y participer parce qu'ils estimaient que les conditions n'étaient pas réunies. Que les conditions n'étaient pas réunies. Et nous avions cru que à ce moment-là, c'était le problème, justement le problème des réformes, et qu'il ne fallait pas aller aux élections tant que les réformes n'avaient pas été faites. Nous y sommes allés. Et nous n'avons pas regretté d'être allés parce que après ces élections-là, nous avions sorti un mémorandum dans lequel nous avons expliqué pour la première fois, depuis que des élections, j'allais dire multipartistes, sont organisées au Togo, les conditions dans lesquelles ce régime, le régime RPT uni, fraude tous azimuts ces élections-là. Vous avez dans des bureaux de vote où vous avez des urnes dans lesquelles vous avez un nombre de bulletins supérieur au nombre d'inscrits sur la liste. Vous avez beaucoup de phases. Le fichier électoral, d'abord, où on a inscrit beaucoup d'étrangers, des mineurs et autres, et tout ça. Donc, c'est à toutes les étapes que ce régime a institué la fraude comme système. Mais certains acteurs politiques disent que vos délégués apposent leur signature sur les PV issus de
de ce schéma que vous avez dessiné. Oui, certains aussi ne la posent pas. Hein. Mais la vous plupart... avez dit, même en dehors de ça, ce qui se passe dans les bureaux de vote, au niveau même de la CENI, où nos représentants étaient là-bas, vous avez vu ce qui s'est passé, les résultats ont été donnés après avoir renvoyé, après que les forces de l'ordre soient venues renvoyer nos représentants, et les résultats ont été donnés en l'absence de nos représentants. Là, cette CENI-là continue à travailler en l'absence de nos représentants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que l'ANC n'ira pas à des élections si cette configuration ne change pas? Je n'en suis pas encore là. Nous ne sommes pas encore là. Nous sommes dans la situation de vouloir changer les choses, de vouloir faire les réformes constitutionnelles et électorales avant de commencer à parler des élections. Et c'est dans ce système-là que nous sommes. Et aujourd'hui, lorsque les Togolais disent « Ah oui, mais allez-y, allez à des élections et autres », mais c'est comme les Togolais oublient ce qui s'est passé en 1998. Alors, c'est que les Togolais oublient ce qui s'est passé en 2005. C'est que les Togolais oublient ce qui s'est passé en 2015. Et donc, nous disons que aujourd'hui, nous avons l'expérience de ce qui se passe. C'est pour ça que nous voulions en amont avoir toutes les garanties de transparence et d'équité dans les élections avant que d'y aller. C'est tout. Pour le moment, ce n'est qu'un seul intervenant qui l'a dit. Nous allons en prendre d'autres pour voir si sa position est partagée. Le 22 52 47 79. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Komlavi. Monsieur Komlavi, comment allez-vous? Je vais bien. Alors, à votre avis, est-ce qu'on s'achemine vers des élections sans accord préalable? Bon, c'est aux acteurs politiques de le dire. Pour le parti au pouvoir, le gouvernement, visiblement, on est dans cette logique. Hein? Oui, on ne peut pas aussi demeurer, laisser aussi les élections. Vous voyez, le parti au pouvoir, est-ce qu'il a refusé de limiter le mandat, de faire les deux tours, ou bien de faire revoir le cadre électoral? Je pense que l'opposition n'a qu'à nous aider. Tout ça, là, le parti va accepter de faire. Donc, ils n'ont pas fait pour faire les élections. Les élections, c'est démocratique et c'est prévu par la Constitution. Vous pensez que les élections organisées au Togo sont démocratiques et transparentes? Il y a des problèmes. Chaque fois, ils disent qu'il y a des problèmes, qu'il y a des votes. C'est pourquoi on a dit de faire le dialogue. Et au cours de ce dialogue, ils vont décider du cadre électoral. Mais visiblement, aucun parti politique de l'opposition ne parle pas de ces choses. Mais on a vu justement le chef de l'État. On pense à lui. Bien, nous vous disons merci. Ils ont commencé à faire tout ça là. Est-ce que le pouvoir a refusé de faire les réformes du cadre électoral? Merci. Merci, monsieur Komlavi, d'avoir participé. Tout ça est dans l'agenda. Tout ça est dans l'agenda du dialogue. Hein, mais il pense que vous focalisez un peu trop. Non, je vous rappelle que dans l'agenda, et moi je sais, parce que pour avoir participé à la conception de l'agenda du dialogue, du programme du dialogue, il y a les réformes constitutionnelles et électorales, et l'opposition n'a jamais cessé d'en parler. Les élections, les réformes électorales sont liées aux réformes constitutionnelles, et tout cela va de pair. Nous n'avons jamais cessé d'en parler. Maintenant, il dit que le pouvoir n'est pas contre la limitation des mandats ni contre les deux tours. Le problème, c'est qu'on se focalise sur Faure Gnassingbé. Oui, mais vous savez, il ne va pas nous dire que le projet de loi qui a été voté par les 2/3 de l'Assemblée nationale, les députés unis, la dernière fois constitue l'attente, répond aux attentes du peuple togolais, surtout avec l'article 158 qui donne qui reprend ce que on a donné en ce qui concerne la limitation du mandat. Dans l'article, c'est ce texte-là qui pose énormément de problèmes politiques et juridiques. C'est-à-dire que le mandat en cours est passé. Le mandat en cours est passé. Certains juristes ont expliqué que cela faisait partie des dispositions transitoires et que cela s'appliquait qu'à l'entrée en vigueur. Vous savez, je suis avocat. Justement, c'est pour cela que je vous pose la question. Je suis avocate, mais je vous assure que de certains juristes togolais, je me méfie comme de la peste. Donc ça, ce n'est pas la vérité. Parce que mais vous savez, quand vous dites qu'un mandat est limité, dans un article, je crois que c'est l'article 59, on pose le principe,
on saute le membre de face, en aucun cas nul ne peut faire plus de mieux. Et on veut corser, parce que le régime RPT uni a décidé qu'il fallait mettre balle à terre et que les 3 mandats faits par le chef de l'État comptent pour des prunes. Et donc, il fallait tout recommencer. Et donc, pour permettre au chef de l'État d'exécuter le testament de son feu père qui lui a dit qu'il ne faut jamais laisser le pouvoir, on a imaginé, justement les juristes dont vous parlez, ont imaginé la trouvaille du siècle pour mettre une certaine formule transitoire dans l'article 158 en disant que le mandat en cours et les mandats passés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'il y aura, on serait à la fin de mandat, le mandat en cours. Qu'ils disent que ça s'applique que lors de l'entrée en vigueur des dispositions. De quelle entrée en vigueur? Ils ont précisé ça où? Vous savez, je vous ai dit, et prenez-le, méfiez-vous en matière politique des juristes. Alors, cela fait 2 points de vue juristes qui s'opposent. Maintenant, sur l'aspect lié au président de la République, donc finalement, au bout du compte, on en arrive à ce que tout tourne autour du président. Parce que finalement, sur les 2 tours et les autres réformes, il y a au moins un certain consensus, plus ou moins, même pas, qui semble se dégager. Mais le président de la République cristallise toujours Oui, mais monsieur Afanou, mais on le ferait à moins. On le ferait à moins, monsieur Afan. Vous assumez. Moi, oui, non, mais il faut assumer même au-delà de ce qui est possible, parce que, voyez-vous, mais c'est son père est resté au pouvoir pendant 38 ans. Et on descend de son père. Moi, je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé en 2005. Ben, les tueries, tout ce qu'il y a au Grand Dame, alors qu'il y a une constitution qui a été votée par 97% des Togolais, qui a organisé la vie en matière de vacances, de pouvoir et autres là. Mais en une nuit, on saute sur cette constitution qu'on s'acculte à tout bout et tout ça pour venir, pour faire une dévolution. Donc le président doit être pénalisé pour cela. Alors, ce président arrive et au pouvoir en 2007 dans les conditions comme ça, mais sur le cadavre de quand même plus de 500 Togolais, voire 1000 selon les institutions et autres. Et puis fait un mandat. Et fait par tous les moyens, appuyé par l'armée et tout le reste, fait un 2e mandat, est en train de faire un 3e mandat, et au bout du 3e mandat, on dit de mettre les balles à terre pour lui permettre encore de faire 2 mandats de plus, et à la fin de ces 2 mandats-là, qui nous amènerait jusqu'à 2025, je crois. 2025, puisque on est 2030. 2030, même pour nous dire que l'article 158... À condition, bien sûr, qu'il remporte les 2 élections. L'article 158... Oui, mais vous savez... Vous ne doutez pas de sa victoire aux élections. Moi, je fais partie de la commission parlementaire de l'APF, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est cette commission qui s'occupe des problèmes électoraux dans les pays membres. Et donc, il envoie souvent des observateurs et tout le reste. Et dans cette commission, il y a un député camerounais qui est très expérimenté parce qu'il a assisté à observé beaucoup d'élections en Afrique. Et il classe les élections en Afrique en 2 pôles. Il appelle, élection présidentielle, il appelle cela, il dit qu'il y a 2 sortes de scrutins en matière électorale présidentielle en Afrique. Le scrutin ouvert et le scrutin fermé. Le scrutin ouvert, c'est lorsque, à la faveur de la limitation du mandat, le président en exercice ne se présente plus. Et là, les choses sont plus ou moins... Les choses sont ouvertes, il n'y a pas de problème et tout ça. Le scrutin fermé, c'est quand le chef de l'État est candidat à cette élection-là. Pratiquement, il gagne à tous les et dans ce scrutin-là, il n'y a pas possibilité que, sauf dans les pays anglophones. Sauf dans les pays anglophones. Et je vous assure, faites un peu en termes de statistiques. Et vous verrez. Il y a une exception peut-être rare et tout ça, le Sénégal. Mais le Sénégal, on ne peut pas comparer le Sénégal au Togo parce que le Sénégal a une culture démographique, j'allais dire centenaire. Alors, nous avons été pénalisés par l'interruption indépendante de notre volonté, mais nous allons quand même prendre un autre auditeur en ligne, le 91 09 71 71. Allô? Auditeur en ligne, allô?
Le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. À votre avis, est-ce que nous nous acheminons, le Togo s'achemine-t-il vers des élections sans accord politique préalable? Sur la page Facebook de Nana FM, Kodjoga Klinkpo écrit que personne n'est contre les élections. On souhaite juste qu'elles soient organisées dans les meilleures conditions, que les deux parties retournent au dialogue afin que les réformes voient le jour. Saadou Boukari écrit qu'au Togo, il n'y a aucune élection si les réformes ne sont pas faites. L'ambassadeur d'Allemagne se trompe en disant d'aller aux élections. Nous avons également Kossi Thomas Eddy qui dit non, ne croyez pas à ce rêve de M. Faure Gnassingbé. Aucun ambassadeur étranger ne deviendra jamais un Togolais. Si le peuple togolais sait que le problème du Togo, c'est toujours les élections truquées, comment peuvent-ils laisser le pouvoir organiser encore des élections sans les réformes? Un dernier auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Monsieur Maglo, comment allez-vous? Ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, tout porte à croire qu'avec les propos de ces puissances qui font et défendent le régime, tout porte à croire qu'on va à des élections les yeux fermés. Mais je crois qu'ils se sont largement trompés. Il y a une chose qui m'a surprise, c'est que c'est cette communauté internationale qui a mandaté le Ghanéen pour le dialogue intertogolais. Et je me demande si ce dialogue est terminé. Vous savez, pour mentir, il faut être très intelligent. Ils nous ont laissé, ils nous ont fait croire qu'on est en train de dialoguer alors qu'ils sont pour le référendum ou je ne sais pas, pour les élections auxquelles le peuple togolais n'est pas prêt. Ça, je vous dirais que ce n'est pas possible. On n'ira pas à cette élection. Parce que le peuple togolais a pris maintenant conscience de ce fait. Il y a longtemps qu'on nous a bluffé. Mais maintenant, il y a une prise de conscience et que la communauté internationale doit tenir compte de cette prise de conscience du peuple togolais. Merci. Les opposants le disent partout. On a pris conscience maintenant du fait que les élections ne sont pas les élections. Et le Ghanéen, aux dernières nouvelles, il paraît qu'il est en vacances quelque part avec sa famille. Vous voyez le jeu que joue la communauté internationale. Nous vous disons merci. Merci, M. Maglo, d'avoir participé à ce débat. Malheureusement, nous sommes acculés par le temps. Une réaction à ce qu'il dit. Le dialogue, est-ce que vous y croyez encore sur la base de ce que vient de dire M. Maglo? Oui, mais nous disons, nous n'avons pas le choix parce qu'il faut d'une manière ou d'une autre régler ce problème-là. Les Togolais ont exprimé à travers les dernières manifestations, et ça tout le monde le sait, leur ras-le-bol de ce régime, le fait qu'il soit debout aujourd'hui et qu'il veut que les choses changent. À partir de ce moment-là, en acceptant d'aller à ce dialogue, nous avons opté pour la résolution très pacifique. C'est comme ça qu'il faut le comprendre, très pacifique de la situation. Vous allez vous y en tenir. Et donc, nous, pour le moment, nous y croyons. Mais si le comportement du régime et aussi de la communauté internationale, vous avez vu, les gens commencent à dénoncer en disant qu'il y a de la ruse, il y a de la malice dans ce qu'il est en train de faire, on est en train d'endormir le peuple alors qu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire ceci et tout ça. Mais si à un moment donné, on pousse le peuple à bout parce que on l'aurait trompé, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, que le peuple prendra ses responsabilités. Alors, et c'est cela que nous voulons éviter, parce que nous sommes quand même des responsables politiques et nous savons, lorsque l'on a poussé le bouchon loin et que l'on a poussé les gens dans leur dernier retranchement, il faut savoir raison garder et faire en sorte que les choses soient résolues dans les conditions les plus pacifiques. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. En 10 secondes, ça va être difficile, mais votre mot de la fin, est-ce que c'en est fini pour les marches de protestation? Pas du tout. Le régime essaye d'en finir avec les marches en imposant des itinéraires complètement intenables, comme si mais vous allez le gouvernement ou pas? Oui, mais bien sûr que nous allons rebondir, et c'est peut-être reculer pour mieux sauter, et il n'est pas question. Vous savez, les manifestations libres, pacifiques, nous les avons eues de haute lutte. Nous ne sommes pas endormis sur nos lauriers pour les avoir, et donc nous ne sommes pas du tout d'avis de brader ce droit-là que nous avons obtenu
devenue de haute lutte. Merci. Parce qu'un gouvernement essaierait d'obliger à ce que nous retournions 100 ans en arrière en dictature pure et dure. Merci Maître Isabelle Améganvi. Je rappelle que vous êtes la présidente du groupe parlementaire ANC, parti membre de la coalition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat ainsi s'achève. Merci à vous qui avez participé par téléphone comme par internet et toutes nos excuses à vous qui aurez bien voulu partager avec nous votre point de vue mais qui n'en avez pas eu la possibilité. Antoine Tété-Omini était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou et nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous.